Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Hop, nous attendons encore quelques minutes. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont encore nous rejoindre, mais on va peut-être commencer tout doucement. Je suis ravie d'être là, je suis ravie de cette rencontre virtuelle à défaut de pouvoir se voir en vrai. C'est très bizarre pour moi parce que c'est mes premières rencontres via Zoom et ça fait très bizarre de ne pas vous voir toutes et tous. Voilà, ces rencontres, on les a organisées entre Arte Radio et avec FGO Barbara. Depuis le mois d'octobre, on avait décidé voilà, de mettre en place un espace d'écoute collectif des épisodes d'un podcast à soi parce que on s'était dit que c'était important de partager ce que ça nous faisait d'écouter. C'était souvent très fort. On était chacun avec nos casques. C'est des moments importants voilà, de l'écoute intime, mais il y a beaucoup de choses qui sont très fortes dans ces écoutes-là et parfois c'est très important de les partager et puis aussi au-delà de ça, de mettre en place aussi une sorte de groupe de parole, de cercle voilà, pour s'écouter, pour échanger. Moi, je me suis rendu compte au fil des années qu'il y avait très peu, il y a toujours eu dans les milieux voilà, féministes des groupes, des cercles de parole, mais il n'y en avait pas tant que ça, alors que c'était extrêmement bénéfique, même de manière très courte, même ponctuelle. Et effectivement, on l'a vu au fur et à mesure des mois, là, depuis octobre, il y a quelque chose qui s'était mis en place à FGO, qui était, je pense, assez beau. On a partagé plein de choses. Il y a beaucoup de personnes qui revenaient régulièrement. Je pense que certaines sont parmi vous là ce soir. D'autres qui venaient une seule fois, d'autres qui partaient. Mais je trouve qu'à chaque fois, il y avait des choses très, très fortes qui étaient partagées. En tout cas, ça avait un sens de le faire. Donc là, je suis contente qu'on le fasse aujourd'hui, même si on ne se voit pas. Je vais vous proposer d'écouter quelques extraits, mais peut-être plus d'accès aujourd'hui sur laisser peut-être plus de temps pour que vous puissiez poser des questions, à la fois sur le dernier épisode d'un podcast à soi, donc un podcast à soi qui est diffusé tous les mois sur Arte Radio. C'est la troisième année, troisième saison. Et puis aussi de poser, si vous avez envie, des questions un peu plus générales. On fera dans un deuxième temps peut-être sur l'élaboration du podcast ou des questions que vous avez envie de me poser plus particulièrement. Voilà, alors peut-être qu'on va commencer par écouter un extrait du dernier épisode. Alors le dernier épisode, c'était vraiment pour moi, et je l'ai ressenti aussi dans les retours que j'ai eus là, après la mise en ligne, assez important. D'une part, il clôturait la troisième saison, et puis ça a été fait pendant le confinement, et c'est tout de suite la thématique du soin, hein, prendre soin, donc penser en féministe le monde d'après, c'était vraiment quelque chose que j'ai tout de suite eu envie de faire, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur le fait que le confinement, il y avait vraiment un angle genre à avoir par rapport au confinement et que beaucoup de femmes étaient aux premières lignes parce qu'elles étaient majoritaires parmi les soignantes. Mais il y avait plein d'autres choses que j'avais envie de dire et il y a plein d'autres fils qui ont été tirés au fur et à mesure du travail que j'ai commencé. Des fils aussi, je ne pensais pas aborder certaines choses, par exemple la question de la mort, le rapport des vivants et des morts, la question des utopies, je l'avais aussi en tête, je voulais terminer par les utopies, mais je ne pensais pas que ça allait dans cette direction-là. Et puis en plus, c'était très fortement lié aussi à moi, que je vivais aussi le confinement comme nous toutes et nous tous. Et puis, j'étais enceinte de 6 et 7 mois et 8 mois. Et donc, il y avait aussi tout ça qui jouait dans la question du rapport aussi aux sages-femmes qui m'accompagnent. Ma mère a eu le Covid. Elle a été plus ou moins maltraitée à l'hôpital aussi. Elle l'a attrapée à l'hôpital. Donc, il y a eu plein de choses. Ça c'est encore plus... c'était encore plus fort peut-être que d'habitude parce que tout était lié et du coup, ça a encore renforcé ce lien entre l'intime, le politique, le personnel et les réflexions. Voilà, donc c'était un épisode très important. Je vous propose qu'on commence par écouter un extrait voilà, de cet épisode. C'est le premier témoignage donc d'une salariée, d'une aide-soignante qui travaille dans un EHPAD dans l'Est de la France, qui s'appelle Nadège, enfin, c'est un nom d'emprunt. Et dans cet EHPAD-là, il y a eu 30 résidentes et résidents qui ont attrapé le Covid. Et tous les salariés ont eu le Covid aussi. Dont Nadège que vous allez entendre. Et il y a aussi une salariée qui est décédée, qui s'appelle Patricia, qui était une amie, une collègue de Nadège. Et j'ai voulu un peu en sorte de rendre hommage à cette femme et à toutes celles aussi qui ont été en première ligne pendant le confinement. Et j'ai demandé donc à Nadège de me parler
de Patricia et puis plus largement des conditions de travail dans les EHPAD. Donc voilà, on va écouter. Donc il y a Chloé Assous-Pugnan qui m'accompagne et Stella Defeder, merci aussi d'être là, qui sont derrière l'écran et qui vont m'accompagner pendant toute cette rencontre. Et donc là, on va écouter le son, nos témoignages de Nadège et on se retrouve juste après pour en parler. À tout de suite. Donc ça dure, si je me souviens bien, je ne me souviens plus, mais oui, 6 ou 7 minutes. Voilà, à tout de suite. On était les deux piliers de la maison, hein. C'est ma copine, hein, ma collègue, puisque ça fait 28 ans que je travaille avec elle, moi. Hein. Elle était très ponctuelle, fallait être à l'heure. Sinon, elle rouspétait un peu. Hein. Elle avait quand même son caractère, hein. Comme nous toutes, hein, on a chacune notre caractère. Hein. Puis elle nous disait, allez, tous à vos gants de toilette. C'était une expression, quoi. Si, c'était rigolo. Au travail, quoi. Ouais, elle était soignante comme moi, quoi. Elle avait un franc-parler, généreuse, disponible au travail. Ah oui, elle manquait pas. Si elle était malade, une grippe ou n'importe, elle venait travailler. Remarque, moi de même. Hein. On manquait pas comme ça, nous les anciennes. Hein. Je me mettais jamais en maladie. Hein. Même avec des douleurs, j'ai des douleurs et je travaillais quand même. Parce que c'est comme ça, parce qu'il manque de personnel, parce que j'aime mon travail, quoi. Puis pour les résidents, pour mes collègues, voilà. On est comme ça, on travaille jusqu'au bout, moi vous savez, et Patricia était pareille, elle s'arrêtait jamais, jamais. Nous on l'a poussée à s'arrêter des fois parce qu'elle était malade, elle n'en pouvait plus. Et bien là, elle s'est arrêtée, puis voilà, ça l'a amenée à la mort. Voilà. Elle est décédée le 24 avril, puis le lendemain c'était son anniversaire. Oui, c'est très dur, quoi. Parce qu'il manquait de personnel, hein, en fait. Le personnel n'était pas remplacé. On nous a tirés jusque sur la corde, donc on n'en pouvait plus. Trop de fatigue. Il y a 80 résidents. Le week-end, on se retrouvait toujours à 5 aides-soignantes. On faisait comme on pouvait, mais il y a des gens, c'était bâclé. Hein, je vous dis franchement, il y en a qu'on ne pouvait pas faire parce que c'est impossible, quoi. Impossible. Je trouve que c'était de la maltraitance. C'est qu'on ne prenait pas assez de temps avec la personne, lui parler, lui faire une toilette complète, correctement. On faisait notre travail du mieux qu'on pouvait. On faisait les toilettes intimes, au moins c'était fait. Voilà. Hein. Puis habillé. On essayait de leur demander ce qu'elles voulaient mettre ou quoi. Des fois, on n'avait même pas le temps. On mettait ce qu'il y avait. On essayait quand même que la personne soit correcte. Mais moi, je ne mélange pas les vêtements. Moi, je suis assez carrée là-dessus. Mélangez pas les couleurs ni rien. Je l'habillais pas en carnaval, quoi. Voilà. Mais ce qu'il y a, la maltraitance, c'est vite fait, quoi. Du boulot vite fait, je trouve. On n'a pas assez de temps. Pas assez de temps à nous, pas assez de temps avec eux. Et puis, des gens à faire, c'était très, très lourd. On se retrouvait toute seule, des fois, à faire une personne alitée. On se débrouille comme on pouvait, mais c'est vrai qu'après, nous, on a des problèmes articulaires et tout. Alors, on a tout le dos, cervical. Ah oui, c'est très lourd, là. Je suis cassée, moi, partout. Je suis sûre, les gens, ils pensent, c'est une toilette, c'est bon, c'est rien, voilà. Eh bien non, c'est pas qu'une toilette. On va pas la prendre et puis allez hop, on l'emmène, une toilette et puis basta. Non, non. C'est un rituel, quoi. Faut quand même lui parler, lui dire. Puis moi, je lui explique ce qu'on lui fait, quoi. Parce que quelquefois, il y en a, elles sont perdues, hein. Mais on avait moins de temps, quoi. Là. Mais maintenant, moi, j'ai toujours dit, c'était l'usine. Hein, à un moment donné, c'est vraiment l'usine. Hein. Allez hop, 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 on fait, puis c'est tout. Mais moi, c'est pas ça, mon travail, moi. Là, j'en ai revu une hier. Elle était contente de me revoir. Elle me dit, oh, ça fait plaisir. Et puis, elle m'a reconnue et tout. Mais vous voyez, on a quand même quelques attachements. C'est normal. C'est humain, quoi. On ne peut pas s'en empêcher. Ou leur faire la bise ou quoi. On n'a pas le droit. Il faut avoir une distance. On n'a pas le droit d'avoir une complicité. On doit être... On n'a pas le droit, mais bon, quand ils avaient le Covid, on l'a plus fait. Hein. Plus rien du tout, hein, mais... Comment je veux dire, c'est humain, quoi.
il y a des petites personnes, des fois, qui pleuraient ou quoi, on les prend dans nos bras. C'est comme ça. Bon, ça fait 30 ans, on ne peut pas nous changer. Hein. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de famille. Il y en a qui sont seuls, hein, quand même. Alors, quand même, c'est des êtres humains, c'est pas des pièces, on n'est pas à la Peuge. On n'est pas chez Peugeot ou je ne sais où, quoi. C'est des êtres humains. arteradio.com Voilà, je vous propose, voilà, et c'était assez fort aussi, je trouve, avec ce son, c'est que nous, à Arte Radio, on essaye toujours de... Attendez, excusez-moi, voilà. On essaie toujours de... Enfin, pour nous, le son par téléphone, vous avez entendu, le son est un peu... On entend que c'est par téléphone, donc forcément, j'ai tout fait à distance pendant le confinement. Et du coup, ce qui était assez beau, c'est que d'habitude, à Arte Radio, c'est tout ce qu'on n'aime pas faire, des sons par téléphone. On veut vraiment rencontrer les gens, avoir des beaux sons, du bon matériel, que les grains de voix soient entendus, voilà, faire voilà, vraiment du documentaire sonore, être très attentif à tout ça, attentive. Et du coup, là, moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va donner? Tout va être par téléphone ou par voilà, des logiciels qu'on a utilisés. Et en fait, finalement, j'ai trouvé que c'était assez beau parce qu'il y avait quelque chose qui tenait, comme quelque chose qui tenait par le téléphone, et au moins d'avoir la voix de Nadège, alors qu'on a lu des témoignages ailleurs, on a pu entendre des salariés qui parlaient, voilà, ou des infirmières ou des aides-soignantes, mais là vraiment d'entendre ça c'est toute la magie du documentaire et puis du montage et puis du choix aussi des personnes à qui on donne la parole. Tout ça tenait à travers le téléphone. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau en fait, quand même, comme un fil qui tenait, voilà, et que finalement son téléphone là, il disait quelque chose aussi. Voilà, donc ça c'était... J'ai trouvé que c'était assez fort, même quand je l'ai enregistré, après quand je l'ai monté. Et bon, après aussi, elle est assez extraordinaire, cette dame. Donc voilà. Si vous voulez poser des questions voilà, par rapport à cet extrait-là, peut-être que ça vous a fait, est-ce que ça vous a évoqué, ou par rapport à l'épisode, vous pouvez lever la main, je crois. Ça, je vois qui veut prendre la parole et je peux vous donner la parole. Voilà, si vous avez des envies de partager peut-être ce que ça vous a fait déjà, ou ce que ça vous a évoqué, ce témoignage peut-être, ou plus largement cet épisode si vous l'avez écouté en entier. C'est comme à FGO, il y a toujours un petit temps avant que les gens osent prendre la parole. Bon, on ne vous voit pas, hein, on entend juste les voix, donc n'ayez pas peur. Je trouve que c'est important aussi de partager tout ça. Ou si vous avez d'autres questions, hein, plus largement sur le podcast. Il y a plein de questions. Hop, Marie. Alors, voilà. Est-ce que ça marche? Converser. J'arrive pas à accueillir Marie. Je ne sais pas si Chloé, tu arrives à le faire. Ah, ça y est, voilà. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, super. Bienvenue. Vous ne me voyez pas? Non, on voit une photo. Ok. Je voulais savoir si dans ces épisodes, moi j'ai pas écouté en entier celui de Nadège, je suis en cours de route. Est-ce que c'est des témoignages qui, en tant que productrice et vu les heures que vous passez à monter, est-ce que c'est des témoignages qui vous hantent? J'ai écouté il y a quelques jours celui sur l'inceste. Et c'est vrai que le témoignage de l'homme qui vient de je ne sais plus quelle association, les Anges Bleus, je crois, ou je ne sais plus comment s'appelle la structure. C'est des témoignages, je trouve, qui restent dans les oreilles pendant des jours et des jours. Et je voulais savoir si vous fermiez, entre guillemets, un chapitre, un sujet aussi fort, par exemple, que celui des abus et des pédocriminels ou des... je ne sais plus quel est le terme. Est-ce que voilà, vous arrivez à passer à un autre sujet et à complètement vous concentrer sur un autre thème, parce que je trouve qu'ils sont tous assez forts et assez bouleversants. Je prends l'exemple du pédophile, mais c'est vrai qu'il y en a sûrement d'autres qui doivent continuer à vous. Oui, non, là particulièrement, c'est sûr que l'épisode par rapport à l'inceste, ça a été quand même un bouleversement
oui, ça a été très, 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 très fort. Et puis, ça se poursuit. Moi, j'ai envie de même poursuivre le travail sur cette question-là, sur le rapport aux enfants, la domination adulte-enfant, etc. Et bien sûr que ces témoignages-là, ils restent très forts, surtout que je passe beaucoup de temps, comme vous disiez, à les monter. Du coup, après, je passe beaucoup de jours. En fait, il y a le moment de la rencontre. Et puis après, il y a toutes ces journées où je suis toute seule avec mon casque, avec ces voix-là, et à monter aussi ces témoignages. Donc, c'est sûr que c'est un travail extrêmement prenant. Alors là, l'inceste particulièrement, mais en fait, comme vous dites, à chaque fois, en fait, parce qu'il y a toujours des choses auxquelles je ne m'attendais pas ou des personnes, des rencontres très, très, très fortes. Donc, oui, ça m'habite et c'est vrai que c'est très intense comme travail parce que tous les mois, c'est une autre thématique qui est tout aussi forte, en fait. Mais après, il y a des liens aussi qui se font. Donc, du coup, voilà, j'ai l'impression de toujours avancer un pas de plus ou d'ouvrir une autre piste, une autre boîte. Et après, je pense aussi que bon, je dirais pas l'habitude parce que je crois qu'il y a, non, il n'y a pas d'habitude. En fait, c'est tellement fort et puis moi, ça me nourrit aussi personnellement. Donc, c'est aussi un bouleversement personnel, enfin, à chaque sujet, en fait. Donc, je ne peux pas dire que je m'habitue, mais je pense quand même qu'à force, j'arrive peut-être à prendre peut-être un peu plus de recul que les personnes qui vont écouter, parce qu'on me pose souvent la question de comment vous arrivez après à rebondir après des témoignages voilà, ou douloureux. Et c'est vrai que je pense que j'ai peut-être plus de recul parce que c'est un travail et que je l'élabore et qu'il y a les musiques. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai envie de tresser tout ça avec la musique, les textes, les silences, parce que je pense qu'on ne peut pas tout enchaîner. Enfin, il y a des moments de respiration nécessaires. Voilà, mais c'est sûr que, comment dire, en 3 ans, ma vie a complètement changé avec ce travail. Enfin, et ma vie est nourrie de ce travail et c'est très intense, quoi. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez été critiqué pour cet épisode avec enfin, vous donnez la parole à un prédateur, parce que vous le dites dans l'introduction, que vous avez hésité parce que les victimes avaient mis du temps à parler. Est-ce que le fait d'avoir fait entendre ce type de témoignage qui est hyper gênant en fait, et qui est humain et qui est beau dans ce qu'il dit, mais qui est très dérangeant, est-ce que ça, vous avez reçu oui, voilà, il y a eu certaines, critiques pas négatives autant, ouais. Non, pas autant que je pensais, mais oui, certaines personnes qui me posaient la question de pourquoi j'avais choisi de lui donner la parole, alors que, par exemple, dans l'émission sur les violences, par exemple, conjugales, et puis pourquoi lui donner la parole. Donc oui, voilà, peut-être pas critiquer, mais les gens s'interrogeaient quand même, mais pas autant que je pensais, en fait. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est juste avant l'épisode, pour peut-être celles et ceux qui n'ont pas écouté, donc c'est sur les questions sur l'inceste, et j'ai donné la parole à un père incesteur, qui a commis des abus sur sa fille et qui raconte. Voilà. Et donc, j'ai longtemps hésité à lui donner la parole, mais avant, il y a la sociologue aussi, j'ai voulu introduire tout ça. Et la sociologue Dorothée Ducy explique bien, elle, pourquoi il faut donner la parole aussi à ces personnes-là et que l'inceste, c'est tout un système de silence. Et si on ne donne pas la parole aussi aux incesteurs, ben, il manque une partie de l'histoire et on n'arrivera jamais à s'en sortir, en fait. Après, avec tout le recul nécessaire qu'il faut apprendre comment on prend, voilà, comment on prend cette parole-là, d'où elle vient. Voilà, j'ai essayé de le contextualiser au maximum pour que ça soit entendable. Moi, je pense que c'était important de l'entendre parce qu'on n'entend jamais cette parole-là. Voilà. Après, je pense que ça peut être des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce choix. Mais, voilà. Mais je m'attendais à plus de critiques. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Regarde en même temps les questions. D'autres personnes qui veulent intervenir sur cet épisode ou sur d'autres. Du coup, je vous propose s'il n'y a pas d'autres questions, oui, vous pouvez aussi poser des questions par écrit sur le chat, si vous voulez. Je vous propose peut-être qu'on écoute un deuxième extrait voilà, de cet épisode.
Donc, on va écouter Vinciane Després, qui est une philosophe qui a travaillé sur les rapports qu'entretiennent les vivants avec les morts. Voilà, j'ai trouvé aussi, c'était très beau aussi dans cet entretien-là, d'entendre aussi à la fois le côté. Je ne m'attendais pas en fait à ce qu'elle aille sur certaines pistes. Vous allez entendre, on peut en reparler après. Et voilà, je trouvais que c'était un témoignage des personnes qu'on appelle expertes. J'aime pas trop cette différence entre experte et témoignage. En fait, c'est en tout cas une chercheuse, mais elle apporte aussi elle est chargée d'émotions elle aussi, tout comme la personne qui témoigne soi-disant est chargée de savoir. Et du coup, j'ai trouvé que c'était assez beau que leurs deux paroles se croisent. Moi, j'essaie toujours que les paroles des chercheuses et les paroles ce qu'on appelle anonymes, ça soit au même niveau. Pour moi, ça a autant d'importance. Toutes les paroles ont autant d'importance, tout comme les textes, tout comme les musiques. Et là, je trouvais que c'est un exemple particulièrement fort de ça. Donc voilà, on va écouter Vinciane Després. Il y a quelque chose de totalement nouveau dans cette situation, c'est qu'on n'a pas pu accompagner les morts et on n'a pas pu accompagner les vivants qui accompagnent leurs morts lors des funérailles. Dans toutes les cultures, dont la nôtre, quand on perd quelqu'un, en général, le collectif se manifeste. Le moment de l'après-mort, le moment des funérailles, ce sont des moments où il y a une véritable réactivation de liens de solidarité. Les gens se soutiennent, les disputes parfois s'effacent, le collectif est présent pour aider ceux qui ont perdu quelqu'un à ce que la vie reprenne. Tout ça, ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pu se faire que de manière virtuelle, alors qu'on a besoin de contact corporel à ce moment-là. Donc, je pense que l'absence des corps vivants dans cette situation est quelque chose qui a vulnérabilisé les gens et qui laissera des traces. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans les cérémonies autour des morts, les gens souvent ont le sentiment que c'est quelque chose qu'on doit aux morts. Et le fait de ne pas le faire convenablement, ça laisse aussi des traces d'inachèvement, d'inaccompli. Parce que les cérémonies de funérailles sont des cérémonies où il se passe énormément de choses. Ça, je fais référence au travail de Magali Molinier, notamment le fait qu'on va venir parler du mort. C'est très important de venir parler du mort, de dire quelque chose à son sujet, de dire ce qu'il était, de dire l'importance qu'il avait, de le recaractériser. On parle parfois même, on tutoie le mort et on s'adresse à lui pour dire tu te souviens quand, ou bien je me souviens quand tu faisais ceci. Et tout ça, ce sont des choses qui ont l'air banales, et alors qu'en fait, qui ont une importance énorme. D'une certaine manière, on va constituer une autre forme de subjectivité au mort. Avec toutes ces descriptions, on va remplir sa vie, on va rappeler qu'il avait une vie, de quoi elle a été faite et tout. Et ça va pouvoir rester. Et donc, on aura un mort qui sera bien construit, bien fabriqué, bien dense, bien épais, et qui va pouvoir continuer de ce fait à accompagner les vivants, et pendant même quelques années. Vous savez, la vie d'un mort, c'est presque mathématique, la vie d'un mort, c'est à peu près 100 ans. 100 ans, c'est ce qu'on compte, c'est que la dernière personne vivante qui ait connu ce mort s'éteigne à son tour. Eh bien, en fait, ce qu'on fait déjà dans ces cérémonies d'hommage, c'est assurer ces 100 ans. C'est assurer que le mort va rester encore présent pour les vivants, et pas seulement sous la forme du souvenir, mais c'est sous la forme de liens affectifs, sous la forme d'attachement, sous la forme d'une histoire qui s'est construite. Et donc, c'est vraiment des cérémonies dont je dirais qu'elles accomplissent d'une certaine manière la personne du mort. Et ça, le fait donc de ne pas pouvoir l'avoir fait, c'est quelque chose qui, je pense, est très destructeur. C'est-à-dire que le mort ne reçoit pas le traitement qui lui est dû et qui lui permettra de rester dans le collectif des vivants sur un nouveau monde. J'ai remarqué, par exemple, au Vietnam, en Roumanie, et pour des raisons diverses, ça fabrique des fantômes. Ça fabrique des fantômes dont, par exemple, le spécialiste des fantômes au Vietnam, qui s'appelle Eonic Kwon, dira que ce sont aussi des êtres qui errent et qui sont tristes parce qu'ils sont oubliés. Principalement quand on n'a pas réussi, après la guerre du Vietnam, quand on n'a pas réussi à retrouver les corps, et donc qu'ils n'ont pas pu recevoir ni les rituels, ni un enterrement décent. Je veux dire, c'est le rituel qui permet de lutter contre l'oubli. Et donc, le fait que les gens doivent mourir seuls et le fait que les gens ne puissent même pas être accompagnés quand ils accompagnent leur mort, moi, ça m'a profondément choquée. Alors, la difficulté dans laquelle je me trouve aujourd'hui, c'est qu'il y a un interdit de remettre en cause le confinement. Mais j'ai eu le sentiment que ça n'a pas été pensé et que tout ce qui était nécessaire, tout ce qui pouvait rapprocher les gens de ce qui fait vraiment les choses les plus essentielles de la vie, a été marqué par un interdit. Et c'est très difficile à comprendre. Vous savez, par exemple, l'interdit d'aller dans les parcs, l'interdit des marchés en plein air, etc.
C'est quand même bizarre puisque c'était quand même les endroits les moins dangereux par rapport à un centre commercial ou par rapport à une grande surface. J'ai vraiment eu l'impression que ce confinement, il y a d'une part beaucoup de maladresse, de bêtises, de non-pensées, mais qu'il y a eu aussi par moments une espèce de volonté d'empêcher que des formes de ce qui fait vraiment les solidarités, de ce qui tisse la vie, de ce qui tisse le plaisir, de ce qui tisse la joie d'être ensemble, de ce qui tisse le goût que les gens ont d'être ensemble, a été attaqué de plein fouet et attaqué parfois même sciemment. Il y a quelque chose qu'une députée italienne a dit qui était quand même pas inintéressant, c'est que nous avons vécu cette situation avec une hantise de la mort. Et cette hantise de la mort nous rend pratiquement incapables de bien vivre. Alors, si vous rendez la mort encore plus redoutable, parce que ces conditions sont encore plus dramatiques que des conditions normales du mourir, eh bien, forcément, vous amputez encore plus la vie. Prendre soin, c'est veiller aussi au fait que non seulement les vivants demandent du soin, mais que les morts demandent du soin, et que prendre soin des morts, c'est prendre soin des vivants. C'est pas un hasard qu'aux États-Unis, ce soit des femmes qui aient créé le mouvement activiste, les sages-femmes des morts. Les sages-femmes des morts, c'est très joli, hein. Ce sont des femmes, dont certaines étaient d'ailleurs sages-femmes pour les vivants, mais pas que, qui, à un moment donné, ont décidé d'en finir avec le traitement commercial des pompes funèbres et avec les traitements chimiques et autres qu'on pratique beaucoup aux États-Unis, hein, notamment les pratiques des thanatopracteurs, de traiter le corps chimiquement pour qu'il reste présentable et qu'il ait les joues bien rouges, etc., etc. Et surtout aussi le traitement commercial, la façon dont les choses étaient faites de manière très peu ritualisée. Et donc, elles ont décidé d'acquérir les compétences qu'il faut pour pouvoir accompagner les morts. Et donc, elles se sont formées au traitement des corps, de telle sorte à les préserver et à pouvoir continuer à entretenir des relations pendant les quelques jours qui suivent le décès. Elles se sont formées aussi à la possibilité d'inventer des rituels. Elles viennent à votre domicile, elles vous aident pour prendre soin du mort, elles font la toilette du mort avec vous, elles font les rituels avec vous et elles s'occupent de tous les aspects légaux et administratifs et tout avec vous. Et ça donne des pratiques extrêmement belles où les gens vont vivre des choses extraordinaires au moment de la mort de leurs proches parce qu'ils vont vivre une véritable relation d'amour avec leur mort et une relation aussi totalement apaisée dans la mesure où on a le sentiment de faire ce qui doit être fait et de le faire bien. Au moment de laver les épaules d'une défunte, elles vont psalmodier avec la personne de la famille qui s'en occupe, eh bien, béni soient ses épaules qui ont su abriter tant de chagrin, béni soient ses yeux au moment où on ferme les yeux, béni soient ses yeux qui ont vu tant de choses, etc. Et qu'elles tiennent en même temps aussi des propos qui sont difficilement acceptables d'un point de vue matérialiste et laïque, et qu'elles le font avec une très grande audace du style. Écoutez, continuez à parler avec votre mort, parce que la mort n'est pas une affaire de tout ou rien. Il peut peut-être encore vous entendre, et si vous devez vous habituer à ce qu'il soit mort, lui aussi doit s'habituer à être mort. Eh bien, cette audace-là, cette volonté de pratiquer le care, de pratiquer le soin, sans jamais rompre avec un exercice de la pensée, avec une pratique pragmatique des conséquences de ce qu'on fait, et avec de l'audace d'en appeler à des rituels, d'en appeler à des formes de spiritualité, etc. Moi, j'y vois la marque du féminin parce que concrètement, ce sont des femmes qui font bien ce genre de choses. Probablement pour des raisons culturelles, et on n'a pas besoin, je ne suis pas du tout essentialiste ici, mais qui est simplement que le soin, c'est ça, c'est là aussi. Donc c'est une conception très large et très pensée du soin. Alors, il y a deux questions. Voilà, il y a des questions qui arrivent. Je voulais juste vous dire avant de prendre les questions, moi, ce que ça m'avait fait, parce que peut-être ça va faire écho aussi avec vous, ça va peut-être aussi vous donner envie de réagir. Moi, ça m'a beaucoup bouleversé ce témoignage. Je trouve que, enfin, ce témoignage, oui, cette parole de chercheuse, notamment sur la question des sages-femmes des morts, puisque moi, je suis accompagnée par des sages-femmes là pendant ma grossesse qui pratiquent un accompagnement global où c'est vraiment elles qui me suivent du début à la fin et qui ont un échange complètement différent de ce qu'on peut avoir dans les maternités, les cliniques classiques. Et j'ai trouvé ça très fort en fait de me dire, mais bien sûr, c'est évident que pour la question des morts, il y a aussi ça, voilà, à prendre en compte. Et j'ai trouvé ça aussi très beau parce qu'on a l'impression qu'on a déjà tout dit sur la question du care. On sait que les femmes sont majoritaires dans les milieux de soins. Et en fait, là, il y a encore autre chose. Il y a encore une autre piste à creuser. Et je trouve que ça, c'est aussi ce qui est beau. C'est que c'est infini. Il y a toujours de nouvelles réflexions, de nouveaux travaux. Voilà, donc ça, j'ai trouvé que c'était assez fort. Je vais peut-être prendre
une question, les questions, puis après je répondrai aux 2 questions plus, voilà, sur les questions qui ont été posées par chat sur comment je trouve les personnes que j'enregistre. Alors peut-être Marie, hop. Est-ce que c'est bon? Ou alors c'est toujours Chloé qui doit le faire, je ne sais pas. Oui, ah, bah non, ah oui, Marie, mais tout à l'heure, on a déjà... Peut-être que je vais donner la parole. Attendez. Oh. Marie, on a déjà parlé tout à l'heure. Peut-être, Marie, si ça ne vous dérange pas, je vais donner la parole à Léopoldine et puis on reviendra tout à l'heure ou là? Oui, j'ai déjà posé ma question en fait. Ah voilà, c'est ça. Bon, bah, c'est pas grave. Je croyais que la main était encore levée, donc voilà. Voilà, c'est bon. Bonjour Léopoldine. Bonjour Charlotte. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez bien aussi? Oui. D'accord, super. Déjà, merci beaucoup pour votre travail, parce que moi, je vous dis tous les mois, c'est un plaisir, c'est très nourrissant. Enfin, on apprend tellement de choses et ça nous ouvre un horizon infini. Donc, merci infiniment pour tout ce que vous faites dans ce travail. Et justement, par rapport à l'ensemble de votre travail, en fait, moi, ma question, c'était plutôt dans en fait, votre processus de travail. Enfin, à chaque fois, on a l'impression que c'est vraiment une masse, voilà, d'informations. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur chaque thématique que vous sélectionnez. Et donc, ce que j'aurais aimé, en fait, c'est savoir un peu les coulisses de la conception du podcast, et notamment, enfin, vous, par rapport à ces thématiques précises. Et donc, par exemple, est-ce que à chaque fois, par exemple, quand vous débutez, ce que je me demandais, c'est comment est-ce que vous en venez, par exemple, à sélectionner une thématique plutôt qu'une autre, dans quel calendrier, enfin, vous vous autorisez à interviewer peut-être une dizaine de personnes, après à sélectionner. Est-ce qu'il y a des dialogues, des retours avec Arte Radio qui vous disent par exemple, peut-être qui vous accompagnent aussi pour savoir ce qui peut être mis en avant dans chaque podcast. Et surtout, est-ce que, par exemple, parfois, vous avez des frustrations par rapport au format et une deuxième question, mais parallèle, et ça, peut-être que si vous avez le temps d'y répondre, c'est concrètement, en fait, quel retour vous avez ensuite sur votre travail. Donc, par exemple, je ne sais pas, des personnes qui vont vous revenir sur leurs témoignages ou bien d'autres qui vont peut-être rebondir sur les témoignages qu'elles ont pu entendre. Et voilà, donc c'est plutôt ça. C'est plutôt sur votre processus de travail, dans toute la sélection qui s'opère, et en même temps, par exemple, le travail de documentation, d'interview, enfin, comme il y a tout un enchaînement comme ça. Je voulais peut-être comprendre un peu comment vous avez mis en place votre propre processus, organisation, on va dire. D'accord. Du coup, ça rejoint un peu les questions qu'on a aussi là par écrit. Du coup, je vais faire une réponse globale, si j'y arrive, parce que des fois, c'est aussi un processus qui se fait de manière très, oui, je sais pas, qui se fait beaucoup aussi au montage, en fait, quelque part instinctif, en fait, dans des choses que je ressens aussi. Voilà. Alors, pour la question des thématiques, au début, dès le départ, il y a 3 ans, j'avais plusieurs thématiques déjà en tête. Voilà, j'avais 5, 6 thèmes que je voulais traiter. Je savais que je voulais les traiter. Et ça a commencé comme ça. Et après, au fil du temps, il y a d'autres thématiques. Il y a plusieurs thématiques qui peuvent apparaître où dans une émission, souvent dans un épisode, il y a 10 autres épisodes qui s'ouvrent. Enfin, souvent, on pourrait même continuer des heures. Donc, il y a toujours des portes à ouvrir. Donc, il y a des idées qui arrivent. Après, c'est dans mes lectures de tous les jours. C'est parfois, des fois, il y a un peu l'actualité aussi, même si ce n'est pas la principale, c'est pas comme ça que je décide principalement. Mais ça peut arriver, par exemple, au moment des Gilets jaunes. Moi, j'ai eu envie, on savait qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient présentes parmi les Gilets jaunes. Alors, il ne s'agissait pas de faire un sujet sur les Gilets jaunes, mais sur la question de la place des femmes dans les luttes sociales. Voilà, je trouve que c'était important. Le confinement, par exemple, je ne pensais pas faire cette émission comme ça, en tout cas sur le soin. Un jour, j'avais pensé faire quelque chose sur le soin, mais pas forcément de cette manière-là. Voilà, là, c'était pas... De toute façon, on ne pouvait pas faire autrement puisqu'il fallait faire à distance, et que je pense que ça avait un sens aussi de parler de ça. Donc ça, il y a un petit peu ce qui se passe dans nos vies, dans l'actualité. Mais c'est surtout bon, j'ai encore là, par exemple, pour l'année prochaine, j'ai une liste de, je sais pas, 20 thématiques sans avoir vraiment cherché à en trouver, quoi. Comme je dis tout à l'heure, c'est vraiment c'est infini, en fait.
la moindre petite intervention. Là, par exemple, sur les sages-femmes des morts, je pense qu'on pourrait faire une émission sur la mort au prisme du genre, par exemple. Voilà, et on pourrait faire une émission sur, à la fin, on parle des utopies, faire quelque chose de plus fouillé sur voilà, la science-fiction, par exemple. Enfin, il y a toujours des postes, et c'est ça qui est... Parce que ça traite tous les sujets de société, en fait, le féminisme et les questions de genre. Donc, en fait, c'était voir toute la société au prisme du genre. Donc, en fait, ça ne s'arrêtera jamais. Il y aura toujours quelque chose à dire. Ça, c'est pour les thématiques. Après... voilà, moi, je sais que j'ai envie de traiter la question avec à la fois parce que, encore une fois, les témoignages et des paroles de chercheuses. Enfin, voilà, donc ça, je me lance souvent d'abord dans la recherche des témoins. Et ça, donc ça, c'est les questions, les gens me demandent comment je trouve justement les personnes. Ça, c'est vraiment un long travail de recherche. En fait, j'ai beaucoup, souvent pour une personne... enregistré, rencontré. J'ai beaucoup appelé au téléphone avant, en fait. Je travaille beaucoup par téléphone parce que si on se voit d'abord une première fois, après, il y a des émotions qui ne sont pas là une deuxième fois. Je sais que tout le monde ne travaille pas comme ça, mais moi, j'appelle beaucoup de gens. Et puis après, je vois voilà, qui je peux rencontrer. Et parfois, ça peut changer aussi un peu mon idée. J'ai une idée en tête de à peu près qui j'ai envie de faire entendre. Là, par exemple, j'avais envie de faire entendre des salariés d'EHPAD. Mais des fois, ça peut changer parce que une rencontre en amène une autre. Et du coup, je me dis, ah bah non, c'est peut-être mieux de faire entendre telle personne. Mais en général, j'ai un peu une idée globale de 2 ou 3 personnes que j'ai envie de faire entendre et je les recherche. Et pour les trouver, il y a plein de moyens différents. Il y a à la fois des associations que je mobilise. Je fais pas mal de lectures d'articles aussi dans la presse locale. Là, par exemple, cette histoire-là, dans un EHPAD de l'Est de la France, c'était via... un journal local et que j'ai pu rentrer en contact aussi avec elle. Parfois, c'est aussi maintenant, j'ai quand même voilà, j'ai beaucoup de personnes que j'ai enregistrées, donc il y a des gens qui me parlent d'autres personnes. Dans les milieux féministes, après, il y a aussi voilà, des liens qui se sont créés, donc des gens que je revois ou qui me parlent de personnes intéressantes à rencontrer. Parfois, c'est aussi par pas mal les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas mon outil principal, mais en tout cas pour parfois avoir des rencontres plus faciles, plus rapidement qu'en passant par ou des associations ou des collectifs. Ça peut aussi être un peu ça, même si ce n'est pas forcément ce que je privilégie parce que ce que j'ai envie, c'est de donner la parole vraiment à des gens partout, de tout milieux différents, classes sociales différentes. Et du coup, j'ai l'impression quand même que les gens qui... Enfin, voilà, j'y arrive plus via... oui, voilà, beaucoup des associations, des collectifs. Et c'est pour ça que ce travail, c'est pour moi aussi un travail collectif, en fait, parce que sans les associations, les syndicats, les militantes, les collectifs, les gens qui s'organisent, qui ont envie de faire des choses, je n'aurais pas accès à toutes ces personnes-là. Donc, c'est aussi grâce au travail militant de terrain et de recherche. Parfois, c'est des chercheuses aussi qui gentiment acceptent de me mettre en lien avec des personnes qu'elles ont rencontrées dans leurs travaux de recherche sociologique ou philosophique ou anthropologique. Ce n'est pas tout le temps, mais parfois ça peut arriver. Je pense à une personne, une nounou, qui témoigne dans un épisode sur Qui gardera les enfants, que j'ai rencontré comme ça. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses qui se construisent au fil du temps. Là, maintenant, j'ai beaucoup de relations, si je veux pas, avec des chercheuses qui me transmettent aussi des liens vers des textes, par exemple. Je pense au dernier épisode, c'était beaucoup avec Émilie H. Je lui ai demandé, qui travaille beaucoup sur la science-fiction en ce moment, qui est écoféministe, qui est philosophe, et je lui ai demandé, par exemple, si elle pouvait me parler de textes qu'elle connaissait, qu'elle aimait de science-fiction, par exemple. C'est comme ça qu'avec Juliette Hamon, qui m'accompagne aussi pour la recherche des textes, on a pu accéder à des textes auxquels on n'aurait pas forcément pensé, des textes en anglais que Juliette a traduits. Et donc, ça permet aussi d'enrichir voilà, les partages de textes. Ça, c'était aussi en lien. C'est tout une sorte de réseau qui se crée aussi, de communauté. Je suis toujours bouleversée par le fait que le podcast produit plein de choses dans les vies des unes et des autres. Et ça, je suis très heureuse de le savoir. Et voilà, que ça voyage, quoi. Et après, j'ai pas mal de retours aussi des personnes que j'enregistre qui sont souvent contente d'avoir cette place-là, qu'on les ait entendues. Enfin, je pense par exemple pour les questions des violences ou de l'inceste, que ce soit quelque part, quoi, que tout ça ne disparaisse pas et qu'il y ait des traces aussi à la fois des témoignages, mais aussi des réflexions,
Donc voilà, j'ai pas mal de retours, parfois quelques critiques aussi. Enfin, voilà, sur la question de l'inceste, il y a eu quelques retours sur l'agresseur. Voilà, mais j'ai pas beaucoup de messages, oui, messages mail, Facebook, Instagram. Voilà. Il y a quelqu'un qui me demande aussi quelle est votre formation de base. Oui, j'ai une formation. Alors en fait, j'ai fait une école de journalisme. Mais je savais tout de suite que je voulais faire du documentaire, du long, que je voulais pas faire du news. Et voilà, donc c'était à Strasbourg, il y avait une formation au documentaire radio, donc c'est aussi pour ça que j'étais très heureuse d'être là-bas. Et après, j'ai tout de suite voulu travailler dans le documentaire. Ouais, mais je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui me demandent pour faire ça, quelle formation. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse parce qu'on doit vraiment aussi vouloir qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Là, avec l'arrivée des podcasts, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent être plus sur ce format-là. Mais moi, j'ai l'impression que c'est aussi bien de faire de la sociologie, de l'anthropologie. C'est parce que les questions techniques, bien sûr qu'il faut les apprendre, mais là, c'est vraiment un travail pour moi documentaire. Et du coup, il y a un rapport au... Voilà, il y a aussi quelque chose d'artistique dedans, tout en gardant une rigueur journalistique. Enfin, c'est un peu un mélange des deux quand même, parce que voilà, il y a un mélange des deux thèmes. Donc, il y a des gens en passant par l'école de journalisme, ça sera le mieux. Il y en a d'autres en faisant voilà, un master ou une thèse de sociologie. Et puis après, il y a des formations aussi au documentaire sonore ou en documentaire image qui peuvent mener. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai fait une formation de journaliste avec une option documentaire en tout cas. Et puis avant ça, même, j'ai travaillé un peu, enfin, j'étais bénévole à Radio Campus à Lille et j'ai aussi fait des petites choses parce que dans l'esprit de ce que j'avais envie de faire, quoi. Voilà, j'ai tout de suite eu envie de faire du son et de faire du son long et du documentaire. Donc j'ai suivi ça. Hop. Je regarde s'il n'y a pas d'autres. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Je ne sais pas si je me demandais peut-être s'il y a d'autres questions plus générales sur le podcast ou alors sur l'extrait qu'on a écouté aussi. Je me demandais si ça avait fait écho à votre confinement, à vous aussi, cette parole sur le rapport aux morts et puis le rapport aussi à ce qui tisse la vie. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touchée. Elle mettait les mots, je trouve, sur beaucoup de choses qu'on a toutes et toutes vécues à différents niveaux. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous ou si ça vous a interrogé cette parole-là. Alors, Marie, hop. Normalement, ça devrait arriver. Chloé, je ne sais pas si tu arrives, toi. J'arrive pas à accueillir Marie. Ah, ça y est, non. Oui, mais non, mais Marie, c'est pareil, c'est Marie de tout à l'heure, en fait. Ah non, c'est moi. Voilà, c'est vraiment moi. Ah, d'accord. Ok. J'ai une question un peu terre à terre et je ne sais pas si vous êtes à l'aise pour répondre, mais je voudrais savoir, est-ce que les journalistes ou documentaires qui produisent des podcasts en France en vivent tous ou pas? Vous, j'imagine que c'est un travail presque à plein temps. Je suis basée au Brésil, donc je suis loin, mais en même temps, je vous écoute beaucoup. Et je suis journaliste aussi, donc je connais une partie des studios de podcast et leur rémunération. Mais je voudrais savoir, est-ce que c'est une profession et une profession principale dont les producteurs vivent en France? Alors, du coup, moi, je vais répondre plus de la place de quelqu'un qui... Moi, je ne connais pas les tarifs et les personnes qui travaillent dans les boîtes de podcast, voilà, qui sont apparues là depuis quelques années, Binge Audio, Nouvelles Écoutes, tout ça. Donc, je ne sais pas si elles et eux, s'il y a beaucoup qui en vivent. En tout cas, pour la question du documentaire radio, depuis le service public, donc là où moi j'ai travaillé, donc à Radio France et à Arte Radio, on est très peu à en vivre, ça c'est clair. En fait, il y a à la fois, en fait, pour en vivre, il faut être intermittent. Pour ne faire que ça, en tout cas, il faut être intermittente du spectacle et donc en faire beaucoup.
Donc, après, il faut être dans des endroits où c'est possible d'en faire beaucoup. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits. En fait, il n'y avait pas beaucoup d'endroits. C'est pour ça que là, je parle un peu de là où je suis. Mais là, maintenant, je pense que ça va évoluer. C'est en train d'évoluer avec les boîtes de podcast. Parce qu'avant, voilà, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où il y avait du documentaire sonore. Il y avait Arte Radio et Radio France. Donc, on était peu à en vivre, à ne faire que ça. Après, il y a beaucoup de gens qui font d'autres choses à côté, qui mixent plusieurs travaux. Ça serait à voir avec les autres boîtes de podcast. Je pense que c'est quand même amené à évoluer parce que maintenant, il y a beaucoup plus d'endroits où on peut proposer des travaux comme cela. Donc, ça serait super si plus de gens pouvaient en vivre. Je pense quand même que c'est en train d'évoluer vers ça. Mais je ne peux pas vous répondre plus précisément parce que je ne connais pas plus que ça. Merci. Merci. Il y a quelqu'un qui demande, donc c'est Gwenaëlle qui demande, y a-t-il un travail d'archivage de tous ces témoignages de votre part? L'idée de garder la matière brute comme source première. Et ça, j'y pense souvent parce que je suis paniquée à l'idée de perdre tout ça parce que je pense qu'effectivement, je garde bien tout précieusement. Je pense qu'il faut que je... Bon, moi, tout est trié, tout est gardé. Hein, et c'est vrai que des fois, j'ai l'impression d'avoir des trésors. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas utilisées. Et même en termes de traces au niveau féminisme, c'est extrêmement important. Enfin, il y a des chercheuses qui m'ont dit aussi, mais il faut garder aussi pour des travaux de thèse futurs ou des choses comme ça. Parce que c'est vrai que c'est des matières extrêmement importantes. Donc, bien sûr, je les garde précieusement. Voilà, pour... Voilà, je pensais même à un moment voir si je ne pouvais pas les transmettre à un centre, au centre Simone de Beauvoir ou à des chercheuses, enfin, voilà, pour les gens qui en auraient besoin, parce qu'il y a plein de choses dedans, que ce soit au niveau des témoignages ou des chercheuses. Oui, voilà, il y a quelqu'un qui réagit aussi par rapport au... Excusez-moi, je lis un petit peu en même temps les questions, mais vous pouvez aussi poser les questions en vrai. Hein. Vous ne vous inquiétez pas, on entend votre voix, mais pas longtemps. Comme ça, tout le monde entend. Ah oui, alors les sages-femmes des morts, quelqu'un me demande si elles existent en France. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je me suis posé la question aussi, mais moi, j'aimerais bien en savoir plus. Je n'ai pas encore eu le temps d'en savoir un peu plus là sur... Il y a un livre qui s'appelle, je crois, Réenchanter la mort, dont elle parle dans l'épisode. J'ai malheureusement oublié là, le nom de l'autrice m'échappe. Réenchanter la mort, où elle a fait le travail, vraiment le travail sociologique sur ces sages-femmes aux États-Unis. Donc, j'ai hâte de le lire parce qu'elle elle décrit vraiment tout le processus. Et je ne sais pas si ça existe, mais je suis persuadée que ça pourrait donner envie à beaucoup de mettre ça en place, ou en tout cas d'y réfléchir. Je trouve que c'était très, très important. Oui, il y a beaucoup de gens qui parlent des sages-femmes des morts. Et vous ne voulez pas prendre la parole, par exemple, Laura, vous ne voulez pas raconter votre histoire qui me raconte que la question de la vulnérabilité, oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, peut-être que Laura qui me parle de sa maman qui est assistante dans une école primaire à Strasbourg et qui redoutait le moment où sa maman, elle redoutait le moment où sa maman retournerait au travail. Et redoutait la question parce que sa maman est très vulnérable et voilà, elle a pensé à un moment à la mort, etc. à ce moment-là. Et du coup, ça me fait penser que je me dis que je peux vous proposer d'écouter l'extrait de Myriam, qui est une militante écoféministe et une chercheuse, et qui parle beaucoup de la vulnérabilité. Je pense que c'est important, ça fait aussi écho à la question des sages-femmes des morts. Et voilà, dans la deuxième partie de l'épisode, j'ai voulu vraiment que l'épisode progresse vers la question aussi d'un autre monde et des utopies, de qu'est-ce qu'on pouvait construire à partir de tout ça. Et Myriam, j'avais déjà rencontré pour les épisodes sur l'écoféminisme. Et donc voilà, elle est chercheuse et militante d'écoféministe, elle est aussi travailleuse du sexe. Et là, elle est partie de Paris au moment du Covid, du confinement. Elle m'a expliqué d'ailleurs que pour elle, son travail, c'était une sorte de blanchiment d'argent parce que grâce à ce travail-là, pour elle, c'était comment elle l'explique, elle réinjectait cet
argent qu'elle gagnait dans des associations féministes, dans des collectifs écoféministes, etc. Et que là, ne pouvant plus travailler, elle n'avait plus aucune raison d'être à Paris, donc elle est partie. Et elle voulait retrouver un lieu qu'elle avait beaucoup aimé. Elle était partie plusieurs jours, elle avait vécu en communauté pendant plusieurs jours lors d'un rassemblement féministe contre le nucléaire à Bure, dans l'est de la France, et elle avait voulu revivre ça, en fait, être à plusieurs, ne pas être seule pour vivre ce moment-là. Voilà, donc je vous propose d'écouter son témoignage. Donc c'est Myriam. En fait, c'était de se sentir vulnérable ensemble et de ne pas devoir jouer les meufs dures, les meufs qui doivent se défendre. Ça, c'est rarement le cas dans ma vie. Je dois toujours jouer la meuf forte, en fait. C'est un truc voilà, que j'ai depuis toute petite. J'ai grandi en banlieue, j'ai une famille, c'était compliqué, je suis partie toute seule, je suis dans le travail du sexe. Il n'y a jamais eu maman ou papa derrière moi qui allait pouvoir me secourir si je merdais par rapport à quoi que ce soit. Ou si demain j'ai plus de maison, je sais que par exemple ma mère peut pas m'héberger, quoi. Et je l'ai su dès que j'ai eu 18 ans et que je suis partie de la maison. Il y a plein de choses qui ont fait qu'en tant que femme, j'ai dû m'endurcir toute seule. Et là, en fait, dans cet espace, j'avais pas besoin de m'endurcir. Et je rêve, enfin pour moi, mon utopie, c'est un espace où on n'a pas besoin de s'endurcir, en fait. Et là, c'était ce que j'avais trouvé. C'était un espace où on pouvait prendre soin des unes ou des autres. En fait, la notion de soin, elle n'était pas forcément dans un sens. C'était pas quelqu'un qui prenait soin de quelqu'un d'autre. Parce que certes, en tant que femme, on t'apprend beaucoup à t'endurcir, mais on t'apprend aussi beaucoup à prendre soin et à prendre soin des autres. Et là, c'était à prendre soin des autres, à être vulnérable, à ne pas en avoir honte, mais aussi à prendre soin de soi, en fait. Et même à avouer quand c'est difficile, voire quand c'est impossible de prendre soin. Et là, c'était le cas. Donc, c'était vraiment, ça passait par de l'écoute, des gestes du quotidien, de l'autogestion, des tâches domestiques. Voilà, c'est pareil, les tâches domestiques, moi, ça allait vachement dans un sens, quoi. C'était vraiment, tu fais pour que les personnes se sentent bien, en fait, ou tu fais pour les autres. Et là, quand c'est fait de façon horizontale, quand c'est géré par tout le monde, mais c'est dingue. En fait, c'était dingue de me dire que quelqu'un allait nettoyer ma merde et serait content de le faire. Et ça, c'était ouf. Pour moi, ça m'est jamais arrivé. Ou pire, moi, ça m'est jamais arrivé de me dire que j'allais nettoyer la merde de quelqu'un dans les chiottes et qu'en fait, ça allait pas me déranger. Ça, pour moi, c'était impossible de me dire ça. C'est horrible de nettoyer le caca des gens. Et là, tu vois, ça me paraissait juste normal. Parce que demain, quelqu'un allait le faire pour moi. Et pour moi, c'est ça le féminisme, en fait. C'est ça l'écoféminisme. Le soin, en fait, c'est pas forcément une attitude passive. Pas du tout. Être vulnérable, c'est pas du tout une passivité pour moi. Au contraire, c'est une force. Mais plutôt dans le sens puissance, en fait, j'aurais dit. Il y a deux sens, en fait, au mot force. Il y a ce sens-là de tu vas détruire les autres et on vit dans une société hiérarchique où tout ce que tu as à faire, c'est de marcher sur les autres pour t'en sortir. Et ça, c'est un truc auquel j'ai beaucoup souscrit et auquel je pense qu'une partie de moi croit encore. Et il y a l'autre force que moi, j'appellerais puissance et qui est en fait de réveiller cette espèce de rage de vivre. Et tu sais que si tu écoutes cette voix de la rage de vivre, tu es prête à tout. Et notamment à détruire ceux qui sont au pouvoir maintenant et qui nous enlèvent la possibilité de suivre cette rage. C'est une force d'être vulnérable parce que déjà, c'est interdit. Enfin, c'est quelque chose qu'on nous interdit. En même temps, on nous apprend à être dans la douceur quand on est des femmes, voilà. Mais en même temps, on doit toujours le cacher. C'est vraiment complexe, en fait, cette histoire. C'est d'être dans la douceur pour mieux exciter les instincts dominateurs des autres. Mais quand il s'agit, en fait, d'être vulnérable, non pas en tant que femme, mais juste en tant qu'être humain, bah ouais, c'est une force. C'est une force parce que c'est réaffirmer, en fait, une attitude vis-à-vis du vivant qui n'est pas celle de la domination et qui n'est pas non plus celle de la passivité et du tout est rose et tout va bien, en fait. C'est autre chose. C'est un autre angle. De se sentir vulnérable et d'en faire quelque chose qui a du sens. Et moi, j'ai trouvé ce sens, en tout cas, je suis en quête de ce sens dans la vie en communauté, dans mes relations aux autres, dans faire un potager, dans être avec des animaux, dans vraiment résister, quoi. En fait, être une menace pour le pouvoir en place. Je pense que la vulnérabilité, ça peut être une menace pour le pouvoir en place. Parce que finalement, si tout le monde s'en rend compte, si demain on se dit, ok, en fait, la force, c'est d'être vulnérable, c'est d'accepter cette vulnérabilité et de construire des choses autour de ça. Et en fait, si à ce moment-là, tout le monde fait ça, mais ça veut dire que c'est mort pour la société capitaliste dans laquelle on est. C'est-à-dire que tout le monde lâcherait son boulot, en fait. C'est ça aussi qui a été bon pour moi de voir pendant le confinement. Il y a plein de gens qui ont lâché leur boulot, en fait. Qui ont lâché leur métro, boulot, dodo, qui ont lâché leur train de vie quotidien, qui ont lâché leur consommation, qui se sont dit, mais merde, en fait, qu'est-ce qu'on foutait jusqu'à maintenant ? Alors oui, c'était une catégorie de gens qui avaient le privilège de pouvoir se le dire, mais je pense qu'elle n'est pas négligeable. Et que moi-même, n'étant pas ni privilégiée, ni de classe supérieure, si j'ai pu me le dire, je pense que c'est arrivé à plein d'autres gens. Ça, c'est une force redoutable, en fait, de se dire
avant d'être une travailleuse, avant d'être une copine, avant d'être tout ça, en fait, je suis un corps et je suis un corps vulnérable et en danger à l'heure actuelle parce qu'il y a des projets d'enfouissement nucléaire, parce qu'il y a du pillage colonial qui se fait de façon banale et sur lequel tout notre confort repose aujourd'hui, parce qu'il y a des descentes de flics en banlieue. En fait, là, ouais, je vois que je suis un corps et que je suis vulnérable et j'ai de quoi résister. Et on va prendre cette force et on va en faire quelque chose. Les mots sont tous des mots de pouvoir. Peut-être en avons-nous assez des mots du pouvoir, des conversations autour de la bataille de la vie. Peut-être que nous avons besoin des mots de la faiblesse. Le succès, c'est la chute de quelqu'un d'autre. Je ne vous souhaite pas d'avoir du succès, je ne veux même pas en parler. Je veux parler d'échecs. Parce que vous êtes des humaines, vous allez rencontrer des échecs. Vous allez rencontrer la déception, l'injustice, la trahison et la perte irrémédiable. Vous allez vous trouver faible là où vous vous pensiez forte. Vous allez travailler pour la possession et comprendre que c'est vous qu'il possède. Vous allez vous trouver dans des endroits sombres, seuls et apeurés. Ce que j'espère pour vous, pour toutes mes sœurs et mes filles, mes frères et mes fils, c'est que vous soyez capables de vivre là-bas, dans l'endroit sombre. Vivre dans l'endroit que notre culture du succès rationalisé dénie, l'endroit qu'elle appellerait l'exil, l'inhabitable, l'étranger. Eh bien voilà notre pays. Notre pays est du côté de la nuit. Ursula Le Guin, A Left-Handed Commencement Address. Alors, il y a plusieurs questions et puis partage aussi de réflexion. Je vais essayer de répondre un peu à tout ça. D'abord, juste, je pense, je redis le nom de la personne qui a travaillé sur les sages-femmes des morts, qui a écrit le livre Réenchanter la mort, s'appelle Alexa Agerty. Voilà, je pense qu'on pourra en savoir plus en lisant son livre. Il y a quelqu'un qui me dit aussi qu'il y a des doulas en France, les doulas du mourir. Merci de le partager. J'avais aussi entendu parler de ça. Et j'en viens du coup à vous dire aussi que ça fait écho, le témoignage de Myriam aussi. Là, récemment, ma sage-femme qui m'accompagne me dit que pendant l'accouchement, en fait, finalement, j'étais assez impressionnée parce qu'elle m'a dit les mots pour mot, ce que disait Myriam dans le témoignage, c'est qu'on était à la fois, c'est en étant vulnérable pendant un accouchement qu'on est puissante en fait. Et ça rejoint aussi la question de la mort. Quelqu'un me parle dans les échanges de la diabolisation de la mort. On le met à distance aussi, cette mort. On ne veut pas trop la voir et elle est aussi aseptisée. En fait, tout ça, je trouve, est vraiment lié. Voilà, il y a comme un fil et on a énormément de travail à faire autour de tout ça. Il y a quelqu'un qui me demande aussi le choix des textes. On a entendu un texte à la fin, j'ai voulu faire entendre un texte. Ça, vraiment, dès le départ, c'est très large. Dès le départ, j'ai en tête les thématiques larges. Donc, je commence la recherche, accompagnée aussi avec Juliette Hamon. Voilà, j'ai quelques thématiques un peu larges. On a beaucoup de textes sélectionnés qu'on pioche dans des romans, des poèmes. Ça, c'est un gros travail aussi de recherche. Et puis après, au fur et à mesure, moi, quand j'avance sur l'émission, je resserre et voilà, je cherche de manière plus précise. Je dis aussi à Juliette où j'en suis pour qu'on puisse resserrer et trouver des textes qui vont vraiment coller. En fait, ce qui est important pour moi, c'est que ce ne soit pas juste de l'illustration et que le texte illustre, voilà, que ça soit joli, mais que ça soit aussi un apport supplémentaire à la réflexion et que voilà, même le mot de départ du texte, où on commence le texte, je le choisis en fait pour que ça avance et que ça aille avec ce qu'il y a eu juste avant, enfin, qui est vraiment un avancement, même l'attaque du texte, le choix de l'extrait
se fait aussi au montage. C'est pareil, des fois, il y a des textes magnifiques que j'ai adorés, qu'on a enregistrés, qu'on n'a pas utilisés, parce que finalement, ça ne marchait pas avec avant ce qui a été dit. Voilà. Mais en tout cas, on fait une grosse sélection un peu large et on réduit au fur et à mesure. Et l'idée, c'est vraiment aussi que ce soit des textes qui nous parlent, oui, qui soient plus dans l'émotion, plus que dans l'analyse, puisqu'on a beaucoup d'analyses déjà. Et c'est ce que disait une personne là qui intervenait, c'est l'idée de souffler aussi. Et puis je pense qu'on a besoin de poésie aussi pour se faire du bien, pour agir, pour se mettre en mouvement. On a besoin de beauté, on a besoin de joie, ou d'exprimer des émotions. Et je pense qu'on a besoin de ces textes-là aussi pour souffler, pour se redonner un élan dans des thématiques qui ne sont pas forcément toujours évidentes, ou alors qui peuvent être joyeuses, mais on a besoin justement de cette de poésie, je pense, pour avancer, pour tenir. Je crois qu'on l'a encore plus vu ces derniers temps. Donc voilà, sur les questions des choix des textes. Après, quelqu'un demandait aussi si on est... si on doit aller quelque part, dans un lieu refuge, en tant qu'être vivant vulnérable, où sont nos lieux refuges, qui pense au texte de Chloé Delhomme, on se casse et on va où? Et je pense que c'est toute la question que pose Myriam. Elle en parle après dans la suite de l'épisode, sur cette question de... Bon, elle est convaincue de la pertinence de l'existence des communautés ou des vies en collectif. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais elle explique que ces lieux-là doivent être accessibles à tout le monde. Ce ne soit pas juste certaines personnes qui aient accès à ces lieux-là, et qu'il y ait des liens qui se créent aussi avec la ville, retisser des liens entre voisins ou entre sœurs ou frères et sœurs, ou voir autrement le rapport à notre corps. Enfin, elle parle de ses sœurs et de sa maman qui, elles, ont été confinées dans des quartiers populaires, en tout cas des banlieues, grandes banlieues proches de Paris, alors qu'elle était partie dans des communautés en pleine nature. Et elle dit, mais il y a un lien quand même entre tout ça, parce que ma sœur, elle s'est remise à faire ses produits de beauté, ou elle a arrêté de s'épiler, et je pense qu'il n'y a pas une solution où on va où. Moi, je pense quand même que la solution, c'est d'être en collectif et de partager tout ça et de tisser, nouer des liens pour ne pas être seul. Après, on va où? Oui, c'est une grande question. Mais je pense qu'elle donne quelques réponses intéressantes, Myriam, dans la suite de l'épisode. Je ne sais pas si je poursuis les réponses. Il y a quelques questions, sinon je vais poursuivre les réponses aux questions qu'il y a eu aussi dans les questions-réponses, sauf si quelqu'un veut poser une question directement. Je pense que les gens ont l'air plus à l'aise, vous avez l'air plus à l'aise à l'écrit. Oui, il y a quelqu'un qui parle de la vie sans travail. Je me permets aussi de... qu'est-ce qu'on pense de la vie sans travail, alors que sans travail, en tout cas, je pense que vous parlez de travail salarié, parce que la personne qui pose cette question-là explique qu'elle passe beaucoup de temps à s'occuper des autres en tant qu'aidant familial, et qui croit en une vie en dehors du système capitaliste. En dehors du travail, oui, je suis assez convaincue de la vie sans travail, et qu'il faudrait revoir tout ça. Je pense que c'est aussi une question c'est aussi des liens avec le genre, mais bon, faudrait creuser tout ça pour l'argumenter un peu mieux. Mais je trouve que la question du rapport au travail est extrêmement importante, et d'ailleurs c'est ce qui se pose aussi dans cette émission, cette question-là de la vulnérabilité, du soin. Qu'est-ce que c'est un travail, et est-ce qu'on ne peut pas revoir les façons de travailler, justement. Je pense que c'est une grande question. Je vais peut-être répondre à 3 questions que j'ai vues aussi. On m'a demandé quel était l'épisode le plus compliqué à réaliser. Je pense que je ne sais pas répondre à cette question, parce que c'est tellement fort à chaque fois que ça me semble à chaque fois extrêmement puissant, et en même temps toujours très compliqué, en fait, parce que on a toujours des phases de désespérance pendant le montage, mais ça, je pense que tous les documentaristes radio vous le diront, où il y a des jours où on pense que c'est bon, ça va être formidable, le lendemain que c'est catastrophique. Donc c'est quand même un processus très prenant, que je trouve pas compliqué, mais en tout cas prenant. Peut-être, je dirais quand même que la question de l'inceste, ça a été le plus délicat, peut-être pas compliqué, mais
oui, le plus délicat, savoir faire ces choix-là par rapport à la parole de l'incesteur, par exemple. Est-ce qu'on donnait les noms ou pas des personnes dont les femmes parlaient, les femmes victimes d'inceste, est-ce qu'on donnait les noms des agresseurs ou pas? Enfin voilà, il y a eu beaucoup de questionnements. Et puis comment faire entendre une parole difficile? Je crois que ça fait écho aussi à l'émission que j'ai fait sur les violences conjugales et les violences sexuelles. C'est comment faire entendre cette parole-là qui est inaudible et en même temps qu'il faut absolument entendre si on veut avancer, parce que si on ne les entend pas, on n'y arrivera jamais. Enfin, une parole de quelqu'un qui raconte vraiment très crûment, enfin en tout cas dans les détails, l'inceste, jusqu'où on va, quel exemple on donne, où on s'arrête. Ça, c'est aussi encore une question de dosage au montage et à la réalisation aussi. Hein. On parle beaucoup avec Samuel Hirsch, le réalisateur qui compose aussi les musiques d'un podcast à soi et avec qui on écoute un peu une première version un peu large et on a beaucoup d'échanges à ce moment-là sur ce genre de questions. Comment on fait pour que ce soit entendable alors c'est très douloureux. Et je pense que ça, c'est aussi la force du documentaire radio, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire passer par le son qui ne serait pas possible à l'image et aussi sur la façon dont c'est raconté, voilà, et sur la façon dont c'est monté. Mais ça, par exemple, en termes de choses compliquées, peut-être que ces épisodes-là, c'est là où ça posait peut-être le plus de questions sur est-ce qu'on peut entendre cette parole-là et comment on la fait entendre. Mais c'était aussi tout l'objet d'un podcast à soi, hein, c'était d'avoir ce lieu où on entend que les femmes sont victimes, elles se victimisent pas, elles sont victimes. Comment on peut entendre cette parole-là pour avancer? Et du coup, je pense que la réponse, c'est en mêlant plein de choses, justement. Enfin, d'où les textes, d'où les musiques, d'où les silences, d'où mon point de vue à moi. Enfin, voilà, je parle d'un point de vue situé, mon rapport à cette question-là. Je pense que c'est ça qui permet d'entendre, quoi. Une parole qui pourrait être trop choquante, mais qui est d'ailleurs des fois choquante quand même. Enfin, que certaines personnes n'arrivent pas n'ont pas envie d'écouter, en tout cas, ou qui peuvent être aussi douloureuses pour les femmes victimes aussi. Voilà, on m'a demandé aussi si quand je pose les questions, quand on enregistre, est-ce que j'ai un temps limite et est-ce que j'oriente mes questions? Et en fait, j'ai pas de temps limite, d'où le fait que j'enregistre beaucoup. Voilà, il y a un moment quand même, mon sens est trop long. Hein. On ne peut pas rester 6 heures avec quelqu'un à enregistrer, c'est trop fatigant, surtout pour des sujets comme ceux-là. Donc ça se fait de soi-même, ça s'arrête au bout d'un moment aussi parce qu'on a épuisé les questions. Mais moi, j'ai en tête quelques thématiques, mais je me base vraiment sur... encore une fois, je pense que c'est ça qui diffère du travail journalistique, c'est que je me base plus sur les personnes, sur ce qu'elles me racontent, sur comment elles le racontent, et je tire des fils en fonction de vraiment elles, ce qu'elles ont envie de raconter. Après, il y a beaucoup de choses quand même chronologiques, il y a quand même beaucoup de témoignages qui racontent des vies, donc un parcours. Mais moi, je m'appuie vraiment sur la façon dont les personnes... où elles vont. C'est elles qui m'emmènent, en fait. C'est pas moi qui pense à telle thématique. Enfin, j'ai les thématiques en tête, mais c'est pas ça qui dirige mon entretien. C'est vraiment plutôt être avec la personne complètement et être complètement dans l'écoute pour pouvoir voilà, laisser le mieux la parole se développer ou les choses auxquelles la personne n'avait pas pensé. C'est vraiment un travail d'écoute plus que de thématiques à compter et à baliser. Voilà, c'est vraiment plutôt être avec le plus possible avec les personnes que je rencontre. Et il y avait une autre question sur est-ce que j'ai pensé transformer, prolonger le podcast en livre ou en image. Et oui, j'ai énormément de projets. Après, il faut trouver le temps. Mais oui, il y a plusieurs projets en cours. J'ai un projet de livre en cours. J'ai un projet de prolongation en bande dessinée aussi. Et je pense souvent aussi, j'aimerais mettre ça en place à la prolongation en images parce que moi, je suis une amoureuse du son et ça sera tout. Je pense que c'est vraiment ça que j'ai envie de continuer à faire. Mais parfois, je me suis dit qu'il y avait des endroits, des moments, des personnages, des personnes, des situations qui mériteraient d'être filmées. Peut-être de manière courte. Enfin, voilà, ça, c'est des choses que je réfléchis aussi parce que ça pourrait toucher peut-être d'autres publics et autrement.
Voilà, donc ça, je l'ai en tête aussi. Je pense qu'il y a des choses très, très fortes qui peuvent être dites par rapport au corps aussi, justement. Enfin, peut-être sans commentaire, avec juste des moments, parce que il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, que j'ai vues, qui seraient magnifiques en images, en fait, et qui peuvent aussi parler, pas tout, je pense, mais en tout cas, il y a certaines choses qui pourraient être très belles. Donc, oui, j'ai plein de projets. Quelle est l'émission sur les violences conjugales et sexuelles? Oui, donc ça, on a ça répondu. Comment s'assurer quand j'interviewe les personnes que les personnes ne soient pas re-traumatisées d'avoir donné ce témoignage, de l'avoir mis en ligne. Comment s'assurer que l'expérience soit positive et constructive pour elles. Ça, on en parle beaucoup avant. Hein. Moi, j'explique beaucoup bien dans quel contexte ça va être fait, comment ça va être fait. Là, je rassure aussi beaucoup parce que souvent, c'est quand même des témoignages qui sont assez longs. Ce n'est pas 2-3 minutes entre deux flash infos, quoi. C'est quand même une parole qui est donnée sur le long. Donc ça, les personnes sont quand même rassurées. Et souvent, on me pose cette question-là, dire est-ce que ça ne va pas les retraumatiser? Mais en fait, au contraire, en fait, moi, souvent, on me dit que ça leur a fait beaucoup de bien de parler et que ce soit, comme je disais tout à l'heure, que leurs mots soient posés quelque part, qu'il y ait une sorte de souvenir en fait de leur histoire, qu'ils ont l'impression d'avoir été entendus en fait, même plus parfois que par la justice, qu'au moins c'est quelque part. Donc au contraire, moi souvent c'est l'inverse, on me dit ça m'a fait énormément de bien. Et après, elles sont conscientes hein, que ça va être mis en ligne. J'ai pas eu pour l'instant, je pense pas, peut-être qu'elles me l'ont pas dit, mais de personnes qui ont été gênées ou enfin après pas bien. Je pense que c'est pas forcément évident, à mon avis, effectivement de se réentendre. Mais moi, la personne par exemple qui témoigne de son viol m'a tout de suite envoyé un message en disant qu'elle était extrêmement heureuse que son témoignage soit là parce qu'elle n'avait jamais été entendue en fait ailleurs. Et je trouve que ça pour moi c'était extrêmement fort aussi parce que c'est ça aussi au moins il y a un espace où ça existe. On sait bien à quel point les témoignages les plaintes pour violences sexuelles sont peu entendues et il y a très peu de violeurs qui sont condamnés. Donc voilà, je crois que et parfois on m'a même parlé de choses thérapeutiques quelque part parce que je prends beaucoup de temps, je reste longtemps avec les personnes. Donc bon, c'est pas une analyse psy, mais il y a quand même un échange particulier en fait. C'est pas juste discuter comme ça à la va-vite quoi. Je pense qu'il y a un moment d'écoute qui peut aussi faire du bien, mais et on me demande si ça justement c'est si le fait d'écouter comme ça c'est aussi pour ça que je parle de moi et l'introduction, que je parle de mes réflexions intimes. Moi, je pense pas que c'est par rapport à... Bon, aussi, il y a un peu de ça, c'est que les personnes se livrent, donc pourquoi moi je me livrerais pas? Ça, c'est sûr. Mais après, je pense que c'est vraiment aussi une démarche féministe de parler d'un point de vue situé et puis que la question de l'intime est politique et que moi, je me voyais absolument pas être en retrait puisque je vis tout ce dont je parle. Et je pense que c'est aussi une manière de rentrer dans le sujet, de créer aussi un rapport d'intimité avec les auditrices et les auditeurs. Je ne pensais pas le faire autant quand j'ai commencé. Je savais que j'allais parler un peu à la première personne, mais je ne pensais pas le faire autant et je me suis laissée au fil des ans embarquer dans ça et je pense que ça a vraiment un sens. Et je trouve qu'effectivement, du coup, ça permet aussi d'être au même niveau, quoi. Pourquoi demander à beaucoup de personnes de témoigner de manière si intime et moi, du coup. Voilà. Mais au départ, ce n'était pas forcément par rapport aux gens que j'interviewais. C'était plus par souci de parler d'un point de vue situé, que les gens sachent d'où je parlais, parce que j'ai un regard, et c'est encore une fois documentaire, avec un regard engagé. Ce n'est pas un podcast militant, on m'a déjà posé la question. Pour moi, ce n'est pas un podcast militant, c'est un podcast engagé, c'est-à-dire qu'il y a un regard d'auteur, d'autrice, comme c'est le cas dans tous les autres podcast d'Arte Radio d'ailleurs, et je pensais que c'était important de l'assumer. Je vais prendre une question et après, dans 5 minutes, on va se quitter de Thomas. Oui. Bonsoir. Bonjour. Oui, bonsoir. bonjour. Bon, déjà, je voulais pas vous laisser parler tout seul, alors du coup... Ah, merci, c'est gentil. J'ai préféré prendre l'audio. C'est moins une question qu'une remarque. Déjà, c'était pour vous dire merci.
parce que depuis que j'ai découvert un podcast à soi, ça m'a beaucoup aidé à me déconstruire par rapport à la vision patriarcale de la société dans laquelle on vit. Ce qui fait que je suis un immense ambassadeur et solidaire du féminisme aujourd'hui, mais pas pour rien et pas juste pour une posture politique, mais vraiment réfléchie. Je trouve incroyable la manière dont les sujets sont fouillés intellectuellement à chaque fois, que ce soit dans l'approche des témoignages ou dans le choix des textes qui l'accompagnent. Donc voilà, je voulais dire un grand merci pour ça. Je l'ai fait découvrir à pas mal de copains et c'est très très chouette. Et puis grâce à un podcast à soi, j'ai aussi du coup lancé mon podcast et je me suis beaucoup inspiré de ce que vous faites. Alors c'est pas sur cette thématique-là du tout, mais voilà. Donc c'était juste pour vous dire un immense merci pour tout ce travail. Merci beaucoup. Et donc vous n'avez pas de questions? Non, voilà, c'était plus une remarque. D'accord, merci beaucoup, c'est très gentil, merci. Eh bien, j'ai peut-être encore 5 minutes. On me dit que je dois bientôt conclure. C'est très beau, il y a quelqu'un qui dit « Premier podcast que je partage avec différentes générations de femmes. C'est devenu un lien entre nous, grand-mère, mère, fille, nièce, amie. » Je trouve ça très beau, merci de partager ça. Après, il y a des questions, je n'aurai pas le temps de répondre à tout. Avant Arte Radio, on me demande, j'ai travaillé à France Culture et à Arte Radio, en fait, depuis une douzaine d'années, je travaille à Arte Radio et à France Culture. Voilà, au pied sur terre notamment, sur les docs, les émissions documentaires. Et je travaille, on me demande, je n'ai pas une équipe technique, je travaille seule pendant le montage. Parfois, on m'accompagne pour certains enregistrements dans des endroits voilà, où il y a plus de monde, des manifs, mais en général, c'est moi qui enregistre, c'est moi qui sélectionne. Je suis accompagnée de Juliette Hamon, par contre, pour la sélection des textes, et puis aussi tout le travail sur les réseaux sociaux. Voilà, ça prend en général un mois. Le temps de création d'un épisode, un mois, mais en fait, il y a beaucoup de réflexions avant, etc. Mais on va dire un mois. Voilà, est-ce que je suis en désaccord parfois avec ce que j'entends? Et est-ce que j'essaie d'avoir une certaine forme de neutralité? Ça, c'est toute la question c'est une question importante parce que c'est une question entre justement autrice et journaliste et que c'est pas un travail journalistique. Et moi, de toute façon, je crois au fait qu'on ne peut pas être neutre en fait. C'est d'où l'idée de parler aussi d'un endroit en particulier. On n'est pas neutre, on est empli d'une histoire, on vient d'une certaine classe sociale, on a été éduqué d'une certaine façon. Voilà. Donc du coup, tout ça forcément fait que moi, à mon avis personnel, on ne peut pas être neutre dans n'importe quel travail d'ailleurs. Et donc je pense que je voulais assumer aussi ça, que je n'étais pas neutre et que j'allais forcément avoir un regard et donc aller complètement dans ce regard de documentariste. Et oui, bien sûr, parfois je suis en désaccord, parfois je m'interroge et c'est ce que j'essaie aussi de faire entendre sur des avis contradictoires ou voilà, où je vais m'interroger moi aussi sur certaines choses. Donc ça, c'est aussi quand même le recul, c'est tout le mélange, encore une fois, d'un travail documentaire qui est quand même imprégné de journalisme. Enfin, voilà, je pourrais aller encore plus loin. Il y a des documentaristes radio, images qui vont encore plus loin dans la prise de position en tant qu'autrice ou auteur. Moi, il y a quand même un espèce de prise de recul parfois pour pouvoir faire entendre la diversité des points de vue. Voilà. Eh bien, je crois que on va se quitter sur ça. Bon, j'ai beaucoup parlé tout seul, mais merci beaucoup pour vos questions. Merci d'avoir été là et puis pour vos remerciements. Alors, du coup, là, on clôture donc la 3e saison d'un podcast à soi. Comme je vous l'ai dit, je vais m'absenter quelques temps puisque je vais avoir un bébé là mi-août. Je reviendrai en 2021. Il y a plein d'autres sujets qui sont prévus. Vous pouvez du coup entre-temps, voilà, on va tenter d'être présent sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Vous pouvez continuer à suivre le compte d'un podcast à soi qui sera nourri de pas mal de choses, de recommandations, de livres, de recommandations de culture. Aussi la section de réaction à l'actualité. On va republier aussi
des émissions, mettre en avant des émissions, donc n'hésitez pas à venir, enfin voilà, ça va être enrichi régulièrement. Vous pouvez donc écouter, comme vous le savez, le podcast sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur le site d'Arte Radio et l'application d'Arte Radio. Voilà, et puis d'ici là, bien sûr, vive la révolution féministe, vive les podcasts et vive la radio. À bientôt, merci beaucoup.